Durant l'ère des colonisations, traverser l'océan signifiait bien plus que faire face aux tempêtes, aux pirates ou aux naufrages. Pour des milliers de marins, le véritable défi résidait dans ce qui les maintenait en vie, ou presque, c'est-à-dire la nourriture. Dans cette vidéo, nous explorerons les pires repas servis à bord des navires de l'époque coloniale, des recettes improvisées, des ingrédients rares et des saveurs qui frôlaient l'innommable. C'est l'histoire indigeste de la nourriture en haute mer. Avant la réfrigération, avant la pasteurisation, avant le moindre contrôle sanitaire, l'eau potable était, paradoxalement, l'un des éléments les plus dangereux à bord. Stockée dans de grands barils en bois, l'eau était embarquée alors qu'elle était encore à terre, souvent sans aucune filtration ni ébullition. La chaleur constante, le balancement du navire et le matériau des barils eux-mêmes en faisaient un environnement parfait pour la prolifération de vie indésirable. En quelques semaines, le liquide présentait déjà de la vase sur les bords, des larves de moustiques et, dans les cas les plus extrêmes, de petites créatures aquatiques qui surgissaient spontanément de la décomposition. Mais il n'y avait pas le choix. Les marins devaient boire, même lorsque l'instinct leur disait le contraire. Certains équipages inventaient des dictons pour détendre l'atmosphère. Si les bêtes nagent encore, l'eau n'est pas pourrie. D'autres se bouchaient le nez, fermaient les yeux et avalaient d'un trait. Les maladies transmises par l'eau étaient fréquentes. Diarrhée, fièvre et une déshydratation paradoxale. En haute mer, l'eau potable était un luxe qui s'évanouissait rapidement. La solution trouvée par de nombreuses flottes fut les boissons alcoolisées. Le vin et la bière prenaient la place de l'eau, non par goût, mais pour survivre. Mais le temps traitait ces boissons avec cruauté. Sans réfrigération et stocké dans des barils pendant des semaines, le vin tournait vite au vinaigre. La bière fermentait mal et devenait aigre. L'odeur était forte, le goût encore pire. Pourtant, on la buvait. Sur certains navires, le vin était mélangé à de l'eau pour en améliorer le goût, même si le résultat était presque imbuvable. Il y avait aussi les marins qui tentaient de masquer le goût avec des épices. Gingembre râpé, nous avons de la noix de muscade, du clou de girofle, non par luxe, mais par désespoir. La fermentation était imprévisible et une tasse mal servie pouvait causer plus de nausées que de soulagement. Mais entre boire cela ou risquer l'eau croupie de la cale, les hommes choisissaient la moindre menace. L'un des aliments les plus courants et les plus détestés de l'ère des colonisations était le redoutable biscuit de mer. Fabriqué uniquement avec de la farine et de l'eau, cuit lentement jusqu'à être complètement sec. Le but n'était pas le goût, mais la durée de conservation, et il durait des mois, parfois des années. Mais cette durabilité avait un prix. Les biscuits durcissaient avec le temps, les rendant presque impossibles à mordre. De nombreux marins recouraient à l'usage de marteaux, de pierres ou même du pommeau de leur épée pour les briser en plus petits morceaux. Quand c'était possible, on les trempait dans du bouillon ou du rhum dans l'espoir de les ramollir. Parfois, ça marchait. Parfois, ça créait simplement une nouvelle texture. Encore pire. Mais le pire n'était pas la dureté. C'était ce qui se trouvait à l'intérieur. Insectes, larves, œufs et humidité s'y accumulaient. Manger des biscuits de mer était un exercice de foi. On espérait que les bêtes étaient mortes, ou au moins petites. Certains marins appelaient cela un supplément de protéines. D'autres préféraient ne pas commenter. Mais tout le monde le savait. Sur un navire en haute mer, même le pire pain valait mieux que la faim. Ils appelèrent cela de la soupe, mais c'était en pratique une bouillie épaisse faite de restes.
Du pain rassis, souvent moisi, était dissous dans de l'eau tiède salée. Le résultat ? Une masse grise, pâteuse, à l'odeur forte et au goût indéfini. Parfois, on y ajoutait de la graisse animale, rance lorsqu'elle était disponible. Ce n'était pas un repas pour nourrir, c'était une mesure de contention, quelque chose pour occuper l'estomac et maintenir les hommes debout. Manger signifiait plus que satisfaire sa faim. C'était avaler la nausée, la nostalgie et le sel de l'océan mélangés à la résignation. Dans le silence du navire, chaque cuillerée rappelait que le luxe du goût était resté à terre. Le poisson était la promesse de fraîcheur, mais en mer, les promesses pourrissent vite. Pêché dans les premiers jours du voyage, il était nettoyé à la hâte et laissé au soleil, sans sel, sans réfrigération, sans avenir. Lorsqu'il arrivait à table, si ce nom pouvait s'appliquer, il montrait déjà des signes de dégradation. Écailles sèches, chair durcie et taches verdâtres. La moisissure était grattée avec un couteau, un ongle ou ce qui tombait sous la main. Puis on mangeait. Le goût sec, salé, amer. Un rappel que le poisson n'a pas été créé pour attendre des semaines dans la cale. Mais c'était ça, ou le vide. Dans le journal de bord, la nourriture était rarement consignée, mais sur les corps marqués des marins, le poisson moisi laissait son histoire gravée. Si cette immersion dans la dure réalité de la nourriture de l'âge de la voile vous surprend, imaginez vivre cela tous les jours. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Laissez votre like et partagez cette vidéo avec les amateurs d'histoire qui doivent apprécier leur assiette d'aujourd'hui. Maintenant, revenons à la liste, et ça ne fait qu'empirer. La protéine animale était un luxe rare à bord. Lorsqu'elle était disponible, elle se présentait sous forme de viande salée, principalement du bœuf ou des porcs abattus avant le départ. Après la découpe, les morceaux étaient immergés dans des barils remplis de gros sel, empilés et stockés dans la cale. L'idée était simple. La déshydratation due au sel, l'eau sel empêcherait la décomposition. En pratique, cela ne fonctionnait pas très longtemps. La chaleur, l'humidité et le temps transformaient le contenu de ces barils en une masse sombre à l'odeur de moisi et au goût métallique. Les marins la faisaient bouillir pendant des heures pour tenter de tuer le goût. Le bouillon résultant était épais, salé, huileux. Certains l'appelaient la soupe de l'enfer. D'autres vomissaient simplement en silence. De l'avoine, de l'eau et beaucoup trop de temps. Ainsi naissait la bouillie fermentée, l'un des plats les plus courants et les plus désagréables à bord des navires de l'ère de la voile. La préparation était simple. L'avoine était mélangée avec de l'eau ou du rhum dilué et laissée à reposer dans un récipient à température ambiante pendant des jours. Le résultat était une masse tiède, aigre et légèrement effervescente. Certains officiers juraient que cela fortifiait l'estomac. Pour les marins, c'était plutôt une épreuve d'odorat, de courage et de digestion. L'odeur rappelait le vieux vinaigre, le goût, quelque chose entre la boue et une mauvaise décision. Et pourtant, c'est ainsi qu'elle était souvent servie. Non pas parce qu'elle était nutritive, mais parce que, contrairement à presque tout le reste à bord, elle ne pourrissait pas si vite. Pendant les longues traversées, lorsque les provisions s'épuisaient et que la faim commençait à dévorer la discipline, les rats du navire cessaient d'être un problème pour devenir une solution. Se faufilant dans l'ombre de la cale, ces animaux étaient rôtis sur des braises improvisées, bouillis dans de petits chaudrons ou même consommés crus comme des encas silencieux pendant les quarts de l'aube. De nombreux marins décrivaient le goût comme étant similaire à celui du poulet, mais en moins bien. L'important n'était pas le goût,
mais de ne pas s'évanouir pendant le travail. Ce n'était pas une coutume officielle, mais un secret partagé entre ceux qui, en haute mer, apprenaient que survivre n'a pas toujours bon goût. Quand la viande était finie, et cela arrivait souvent, ce qui restait pour les marins, c'étaient les os. Les os de bétail, de porc et même de baleine, bouillis pendant des heures, parfois des jours. L'objectif ? Extraire toute trace de graisse. Avec des cuillères ou avec leurs propres doigts, ils raclaient la moelle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le bouillon épais et huileux était servi chaud, non pour réchauffer le corps, mais pour tromper l'estomac. Quand les os étaient mains de baleine, l'odeur était décrite comme indescriptible par ceux qui ont survécu. Et pourtant, au milieu de la nausée, beaucoup disaient encore « Aujourd'hui, on a eu de la chance, il y avait du goût. » Quand toutes les options étaient épuisées, il ne restait plus que ça, le mélange mystérieux. Il n'avait pas de nom fixe ni de recette. C'était ce qui restait, littéralement. Restes de poisson, graisse de porc, pain dur et humide, morceaux de viande non identifiés. Tout était jeté dans le chaudron et laissé à cuire pendant des heures, parfois des jours. Le résultat ? Une masse gélatineuse de couleur gris-brun, avec une odeur d'abandon. Parmi les marins, il gagna un surnom sombre, l'espoir cuit, car personne ne savait ce qu'il y avait dedans, mais tous espéraient que ce ne soit pas la fin. C'était laid, c'était triste, mais c'était nutritif. Et en mer, c'était suffisant. Manger à bord d'un navire à l'air de la voile était bien plus qu'une question de survie. C'était accepter l'inconnu, l'improvisé, l'indigeste. Au milieu du sel, du balancement et du silence, ce qui était posé dans le bol en disait long sur ce qui restait d'humanité sur cette mer infinie. Certains appelèrent à cela de la nourriture, d'autres un châtiment, mais tous apprenaient à avaler ce qu'un sol solide ne suffirait jamais à compenser. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci. Appréciez chaque repas chaud, chaque plat frais et chaque aliment qui a un nom reconnaissable. Et si vous êtes curieux de savoir comment étaient fabriqués les grands navires utilisés dans les navigations de l'époque coloniale, cliquez sur la vidéo que je laisse maintenant sur la fiche ci-dessus. Vous y comprendrez comment le bois, la corde et le moulin ont construit les plus grands vaisseaux de l'histoire. On se retrouve là-bas